Bienvenue dans le 3e épisode de Aux frontières de la ville, réinventer l'espace périurbain, réalisé par la Gazette des Communes avec le soutien de la Fabrique de la Cité. Nous continuons dans cette mini-série de 5 épisodes de proposer une immersion dans le monde du périurbain, loin des a priori mais aussi de toute idéalisation. Découvrons ensemble un périurbain éclairé par les interviews d'experts, de chercheurs et d'élus locaux. Retrouvez-nous sur toutes les plateformes de podcast, le site de la Gazette des Communes ou celui de la Fabrique de la Cité, le think tank dédié à la prospective urbaine. Bonne écoute. Depuis les années 90, le taux d'équipement automobile des ménages continue de grimper. Dans le périurbain, 9 ménages sur 10 ont au moins une voiture, 1 sur 2 en a 2 ou plus. Et pour cause. Ces ménages parcourent chaque année en moyenne 3000 km de plus que les habitants des pôles urbains. Nous sommes Laura Fernandez-Rodriguez et Delphine Gerbeau, journalistes à la Gazette des Communes, et pour ce 3e épisode, vous l'avez deviné, on va parler de voitures et de mobilité. Puisqu'historiquement, l'essor de l'industrie automobile a coïncidé avec le développement des zones pavillonnaires. Alors, le périurbain et son étalement urbain peuvent-ils se passer de voitures ? D'autres moyens de transport alternatifs sont-ils possibles ? Comment le futur du périurbain pourra se conjuguer avec des transports en commun plus efficaces ? Pour en parler avec nous, notre invité de ce 3e épisode est Jean-Marc Hoffner. Bonjour. Bonjour à vous. Vous dirigez depuis 2009 l'agence d'urbanisme de Bordeaux-Aquitaine et vous êtes aussi président de l'école urbaine de Sciences Po. Je mentionne également votre dernier ouvrage, Anachronisme urbain, paru aux presses de Sciences Po en 2020, dans lequel vous déconstruisez certains dogmes qui nous empêchent de bien penser la ville de demain, mais aussi le périurbain de demain. Nous allons y revenir. Tout d'abord, on voudrait vous lire cet extrait des Lisières d'Olivier Adam, paru en 2012. Le centre-ville était désert. Hormis des petits vieux, des mères au foyer, mais ici elles étaient de plus en plus rares. Tout le monde était au boulot ou en cours. Une bonne partie de la ville travaillait ou étudiait à Paris ou dans d'autres villes alentours. La ville se vidait d'elle-même. Elle ne se remplira qu'à la tombée du jour, à l'heure du dîner. Donc, dans cet extrait, on est tout de suite renvoyé à la notion de déplacement, aux allers-retours qu'implique le mode de vie périurbain. C'est ça le périurbain, c'est des zones dortoirs ? C'est ça, mais c'était déjà ça avant. C'était déjà ça quand les tramways, à la fin du 19e siècle, ont inventé la banlieue et où il y avait déjà des déplacements domicile-travail. C'est ça quand le métro de Londres se vend auprès de ses futurs usagers en disant « vous pourrez habiter à la campagne » et travailler dans le centre de Londres. Donc, il y a effectivement cette dilatation de l'espace et cette division de l'espace entre diverses fonctions, mais qui est là depuis longtemps. Le périurbain est d'une certaine manière le dernier modèle de cette dilatation de l'espace et de cette division entre des espaces où l'on travaille, des espaces où l'on habite, par rapport à un modèle un peu fantasmé d'une cohabitation de l'ensemble des fonctions. Oui, pour vous, ce qui est structurant, c'est notre rapport à la vitesse. Cette dilatation de l'espace est effectivement permise par l'accélération des vitesses, depuis la marche à pied jusqu'au mode mécanisé, et aujourd'hui l'automobile ou le RER, qui à sa manière invente aussi la banlieue parisienne. On est aujourd'hui globalement plus équipé en véhicules, hein, on l'a entendu en introduction, mais comment faisaient les habitants du périurbain dans les années 60 ? Dans ces années 60, les ménages, globalement, sont 30% seulement à avoir une voiture. Alors, peut-être un peu plus dans le périurbain, mais il y a 2 choses à rappeler. La première chose, c'est que les femmes ont un taux d'activité moins important. Ça va venir finalement en parallèle avec la progression de l'équipement automobile. Mais il n'y a souvent qu'un seul actif dans le ménage. Donc, une seule voiture. Et puis, dans les années 60, on est encore autant béni, si je puis dire, du 2 roues motorisé. Et beaucoup de travailleurs, en particulier du côté de ceux que l'on appelait encore les ouvriers, ont leur mobylette ou leur Solex. Donc, il y a une façon de s'organiser qui n'est pas encore totalement sous la contrainte de l'équipement automobile. Aujourd'hui, on voit que les distances domicile-travail, elles n'augmentent plus. Est-ce que ça veut dire qu'il y a un rééquilibrage des pôles d'activité qui s'opère dans le périurbain ? Alors, on se rend compte
petit à petit, au fur et à mesure qu'on a les enquêtes qui vont bien pour faire ce genre d'analyse, que le périurbain s'autonomise. Il s'autonomise au sens où il n'a pas besoin, en tout cas, ce n'est plus qu'une minorité finalement de ses habitants qui a besoin du recours quotidien au centre, à la métropole par exemple. Pourquoi ? D'abord parce que la périurbanisation de l'habitat a été suivie par une périurbanisation des emplois. Donc progressivement, finalement, les emplois prennent le même chemin et donc les bassins d'emploi peuvent se structurer dans ces territoires périurbains. En rappelant aussi que beaucoup d'emplois aujourd'hui, pratiquement les 2/3 des emplois, sont des emplois dits présentiels ou résidentiels, qui sont donc attachés à l'activité des habitants. Donc c'est pas du tout absurde que beaucoup de ces emplois soient dans le périurbain, là où sont les gens. Et puis, il y a aussi des habitudes, des modes de vie qui se réorganisent et qui font que ce qui pouvait auparavant apparaître comme un besoin, une aspiration essentielle, aller dans la centralité traditionnelle, devient probablement pour les générations actuelles quelque chose de moins présent, de moins familier. Ça veut dire que dans le périurbain, se sont développées donc des zones d'emploi, des services, des commerces. On a un périurbain qui s'autonomise. On a un périurbain qui arrive à vivre sur lui-même, bien sûr avec une métrique, on y reviendra, différente de celle de la ville traditionnelle, mais on a cette capacité d'une proximité dans le périurbain. Alors malgré cette capacité de proximité du périurbain, on voulait vous faire réagir aux propos de la ministre du Logement, Emmanuelle Wargon, qui en octobre 2021 a déclaré que les maisons individuelles étaient, je cite, un non-sens écologique, économique et social et un modèle qui mène à une impasse. Alors même si elle a rétropédalé après, est-ce que dans ce contexte où justement vous dites que le périurbain commence à exister par lui-même, ces propos n'apparaissent pas en décalage? Oui, alors là on est typiquement dans ce que j'ai appelé les anachronismes urbains, c'est-à-dire continuer décennie après décennie à lancer ce slogan « Il faut lutter contre l'étalement urbain ». Et la maison individuelle apparaît comme la quintessence finalement de la matérialisation de cet étalement urbain. Et la ministre répète la doxa finalement du milieu professionnel qui ne s'est pas actualisé. Et le message à faire passer, c'est qu'on n'a pas réussi à lutter contre l'étalement urbain. Il est là, cet étalement urbain. Mais donc, il faut aujourd'hui non plus lutter contre, mais faire avec. Faire avec, et ça passe en particulier par une meilleure organisation, ce périurbain, par rapport aux questions d'accès aux services, par rapport aux questions de déplacement. Et souvent, lorsqu'il y a déjà matière, si je puis dire, à densifier, lorsqu'il y a des petites centralités qui s'esquissent, c'est la densification qui va permettre de mieux organiser le périurbain. Et donc la densification du périurbain ne doit pas être perçue comme un étalement urbain qui se perpétue, mais au contraire comme une manière de passer à un étalement urbain plus vertueux pour les individus comme pour la société. Cette massification et cette densification, elles contribuent elles-mêmes à éviter de continuer une forme d'émiettement, en fait. Voilà, c'est le mot sur lequel on peut continuer à se battre, si je puis dire, c'est l'émiettement, c'est le mitage. Dans les années 60, on parlait du mitage, c'est ces maisons effectivement individuelles qui font des trous dans le tissu urbain et là qui rendent effectivement compliqué les dessertes, l'accès aux services et la massification des déplacements. Mais on peut tout à fait donc continuer à développer ce périurbain en étant plutôt dans effectivement une continuité d'urbanisation, une concentration relative de l'urbanisation. Et comment on peut travailler sur cette concentration des services, du logement à un endroit? Est-ce que le schéma de cohérence territoriale, par exemple, c'est le bon outil? Alors effectivement, cette meilleure organisation des étalés, si je puis dire, et des territoires périurbains, il passe par une hiérarchisation des centralités. C'est vrai que si on veut avoir, au-delà même du numérique, qui rebat les cartes sur certains sujets, avoir des densités, des intensités, des flux et des concentrations suffisantes pour les services, pour les transports, il faut accepter l'idée qu'il y a des centralités qui vont qu'on va faire en sorte qu'elles deviennent plus importantes que d'autres.
C'est la base, par exemple, de l'organisation d'un réseau de transport collectif. Et ça, c'est vrai que ça va à l'encontre de beaucoup des visions souvent développées par les départements d'un certain égalitarisme territorial qui est cher à notre République, évidemment, qu'on retrouve aussi beaucoup dans les modes de fonctionnement des intercommunalités en ville d'ailleurs. J'ai eu mon tramway, l'autre commune doit avoir un tramway. Et là, c'est un peu la même chose. Donc, il y a un vrai travail, je ne sais pas s'il s'agit d'un travail pédagogique, mais en tout cas qui met en cause la dimension politique des territoires, à dire un meilleur fonctionnement passe par des centralités mieux hiérarchisées. Un canton ne vaut pas un autre canton. Il faut un travail de conviction auprès des élus locaux aussi. C'est pas facile d'accepter que sa commune va moins se développer que l'autre. Oui, sauf à changer d'échelle, comme on dit, et à faire prendre conscience que tout le monde y gagnera à ce que cela fonctionne mieux. À la fois ceux qui seront de même en bas avec une station de RER ou de car express, ou un peu plus loin en pouvant se rabattre sur ce car express plus facilement. Et de ce point de vue-là, c'est vrai que les schémas de cohérence territoriale qui se cherchent un peu aujourd'hui parce que les PLU intercommunaux prennent plus de place, ces schémas de cohérence territoriale, à la bonne échelle, comme on dit, en tout cas une échelle suffisante pour que ces jeux de centralité puissent se jouer, peut être un document qui retrouve du sens. C'est au nom de l'égalité républicaine que cette approche-là a du mal à passer auprès des élus locaux ? Je pense que c'est une grille d'analyse effectivement très très forte, oui. L'idée que l'égalité des individus passe par l'égalité des territoires, ce qui ne va pas de soi, parce qu'on peut tout à fait avoir des fortes inégalités territoriales qui pour autant ne perturbent pas le jeu d'une recherche d'égalité des individus. À charge pour le politique de faire passer le message que ce n'est pas parce qu'on a partout la même chose, parce qu'au bout d'un moment, devient impossible, de toute façon, qu'on est égal devant la vie quotidienne. Alors, vous avez mentionné les transports collectifs qui permettent de réduire l'empreinte environnementale des mobilités. Il y a aussi la marche, le vélo comme type de mobilité douce. Est-ce que les mobilités bas carbone, c'est possible dans le périurbain ? Alors, c'est évidemment la grande question, d'autant plus que le monde du transport et des déplacements se focalise beaucoup trop sur les villes, les centres-villes, les grandes villes, et que le vrai sujet, en particulier du point de vue quantitatif, du point de vue des kilomètres parcourus, il est dans ces territoires périurbains. Donc là, l'économie des transports a une grande règle, c'est la massification des flux. Pour que ça fonctionne, il faut massifier les flux. Massifier les flux, on peut le faire dans certains endroits et pas dans d'autres. Ça dépend aussi des types de périurbains, évidemment. Et donc, une fois qu'on a regardé où on pouvait massifier les flux, on regarde symétriquement dans quel type de territoire on se trouve pour que la proximité et les modes actifs, comme on dit, la marche et le vélo, trouvent leur domaine de pertinence. Et trouver son domaine de pertinence dans le périurbain, c'est accepter l'idée qu'on est sur des métriques différentes de celles du piéton urbain ou du cycliste urbain. Pour le cycliste, on peut penser au vélo à assistance électrique, qui est une façon de permettre un élargissement de la zone d'attractivité, finalement, du vélo. Et pour le marcheur, qui n'est plus un piéton urbain, je pense qu'il est intéressant de réfléchir en partant du constat que les habitants du périurbain sont plutôt volontaires pour faire du sport le week-end, pour marcher, pour randonner, pour faire du vélo sportif. Et là, on se dit qu'il y a quand même quelque chose à jouer dans le passage d'une activité ludique, de loisir, à une activité quotidienne. D'autant plus que c'est désormais un argument acquis. On sait bien que l'activité physique est extrêmement importante aujourd'hui dans une société sédentaire. Encore faut-il, là encore, que les départements, les communautés de communes concernées, mais je pense beaucoup aux départements parce qu'elles s'occupent pour une bonne part des voiries concernées, se disent que leurs routes départementales ne sont pas que pour les voitures, mais qu'elles peuvent tout à fait accepter des cyclistes, des marcheurs, si l'on accepte petit à petit l'idée qu'il y a de quoi
marcher et rouler à vélo dans ce périurbain. Ce que vous dites aussi, c'est qu'il faudrait s'intéresser un peu plus au temps du périurbain, avec des moments dans la semaine où il va y avoir une densité de population, parce que par exemple, il y a un marché, il y a une activité, d'autres moments où il n'y a pas forcément besoin de proposer des transports en commun, quels qu'ils soient. Les habitants du périurbain ont des modes de vie peut-être plus organisés du point de vue de leurs agendas que les urbains. Parce que les urbains ont une souplesse finalement liée à une offre de services, de transport plus, je dirais pas forcément 24 heures sur 24, mais en tout cas plus souple. Et donc les périurbains, ils regardent leurs agendas. Et par ailleurs, c'est l'exemple typique du marché forain du samedi, ceux qui offrent des services savent bien que, là encore, la masse critique n'est pas là toutes les heures de tous les jours de la semaine. Et donc, il y a effectivement, à mon sens, à penser mieux cette question des rythmes quotidiens, des rythmes hebdomadaires, pour que cette intensité d'usage des équipements, des espaces publics, des commerces puisse se retrouver, mais à certains moments. Et pas parce qu'il y aura pas assez de monde, tout simplement, et pas toute la journée et toute la semaine comme ça a lieu dans les villes denses. Et là, c'est tout un champ de réflexion qui me semble tout à fait passionnant. Cette question des rythmes, cette question aussi des services où l'on va, mais aussi des services qui viennent à vous. On voit qu'il y a une évolution intéressante en ce moment sur les commerces ambulants, sur les services à domicile, et tout ça réorganise un peu les compromis entre ce qu'on fait chez soi, y compris avec le numérique, ce qu'on fait à proximité et puis ce qu'on fait un peu plus loin. Il y a beaucoup de grandes villes qui se sont intéressées à la notion de ville du quart d'heure qui a été popularisée par Carlos Moreno. Est-ce que on peut dire qu'un périurbain du quart d'heure, voire de la demi-heure, est envisageable ou devrait être envisageable? Alors l'idée du quart d'heure est intéressante et habile parce qu'elle rentre par cette question du temps et des budgets temps. Donc ça, c'est tout à fait en relation avec la manière dont chacun gère ou tente de gérer sa vie quotidienne dans ses contraintes. Alors simplement, la ville du quart d'heure telle qu'elle est aujourd'hui popularisée, elle me semble beaucoup trop axée sur le domicile. C'est la proximité autour du domicile. Alors qu'on est tous dans des fonctionnements multi-échelles et que ça me semble plus intéressant, on avait parlé, nous, de proximité métropolitaine, de penser qu'effectivement, la proximité est une façon d'organiser l'espace tout à fait efficace, mais pas seulement autour du logement, également autour des lieux de travail ou de formation, et également autour des lieux d'échange, ces fameux hubs de déplacement qui permettent, là encore, de trouver une masse, finalement, d'usagers suffisante pour non seulement qu'il y ait du transport efficace, mais aussi donc qu'il y ait des clients, des usagers pour des équipements et des commerces. Ça rejoint l'idée de concentration et de densification de certaines centralités que vous évoquiez tout à l'heure, puisque les habitants du périurbain, il faut qu'ils optimisent leur déplacement. Si on concentre en un seul endroit l'accès à plusieurs services, ça peut permettre d'optimiser aussi ce territoire du quart d'heure ou de la demi-heure. Voilà, on n'échappe pas à cette dynamique enclenchée d'une concentration en symétrie avec une dispersion d'autres aspects de la vie quotidienne. On a toujours un peu ce double jeu, une sorte de division du travail dans l'espace. Certaines activités peuvent tout à fait s'organiser dans une certaine diffusion, des densités intermédiaires, la città diffusa des Italiens, mais d'autres aspects continuent à nécessiter la concentration. On l'a vu, la crise sanitaire elle a accéléré la mise en place du télétravail. Est-ce que cet essor du télétravail peut réduire l'usage de la voiture dans les zones périurbaines ? Alors, ce que l'on a commencé à comprendre sur la manière dont les habitants du périurbain en particulier ont télétravaillé, c'est qu'effectivement, ça leur apporte de la souplesse. Et cette souplesse, elle est utilisée pour mieux organiser le déplacement ou le non-déplacement domicile-travail, qui est le déplacement le plus contraint. Mais que, par effet rebond, le temps gagné
par rapport à un budget temps à peu près constant pour les transports, le temps gagné par le recours au télétravail est répercuté sur d'autres types de déplacements. Et alors, on peut dire que c'est intéressant, puisque ça réduit la rigidité de déplacements contraints au profit de déplacements plutôt choisis. En revanche, en termes de régulation globale du système de déplacement, ça veut simplement dire, ce qu'on sait déjà sans trop oser en parler, que pour réduire les déplacements motorisés, en particulier les déplacements en voiture solo, il faut une régulation, qu'elle soit économique ou administrative. Donc en fait, par rapport à ce modèle de la ville du quart d'heure, par rapport à ce modèle de l'urbain et de la grande ville, vous plaidez pour des politiques publiques bien spécifiques et distinctes pour le périurbain et pour articuler ces temps de vie. Les urbanistes, comme les politiques, ils ne savent pas trop comment appréhender ce périurbain, parce que il y a peu d'opérateurs importants, il y a une faible densité dans le périurbain, mais également une faible densité d'opérateurs publics, d'acteurs politiques, d'opérateurs privés. Personne ne s'y intéresse à ce périurbain. Et la première réaction, qui n'est pas une bonne réaction, c'est de dire on va faire comme en ville. Et donc on va transférer une espèce d'urbanité en miniature. Et ça marche pas, parce que on n'habite pas dans le périurbain pour être comme dans une grande ville en moins bien. On y habite pour être à côté d'une grande ville, qu'on utilisera éventuellement, mais aussi et surtout pour être dans une espèce de périurbanité qui reste pour une bonne part à inventer, avec des centralités qui sont probablement un peu plus dilatées, qui accepteraient l'idée qu'un supermarché dans un endroit, ça peut être une centralité parce qu'on peut y concentrer des activités avec, comme je disais, des métriques de déplacement un petit peu différentes. Et puis, je reviens là-dessus, une meilleure appréhension de ces fameux rythmes urbains. Donc juste pour résumer, et par rapport aussi à votre ouvrage Anachronisme urbain, si on essaye de dessiner ce que doit être l'avenir, le futur du périurbain pour qu'il soit souhaitable, c'est quoi ? C'est plus de pistes cyclables construites par les départements, un encouragement aux mobilités douces, ces centralités qu'on valorise aussi et qu'on encourage ? Alors c'est d'abord une appréhension de la diversité de ce périurbain. Le périurbain, il va de territoires périphériques aux grandes villes qui ont presque des modes de fonctionnement de type banlieue sur lesquels, par exemple, des dessertes en transport collectif sont tout à fait possibles, jusqu'à ce qu'on pourrait appeler les campagnes urbaines avec des tissus beaucoup plus émiettés et sur lequel le recours à l'automobile, une automobile autrement, mais le recours à l'automobile continuera à être une nécessité. Donc, déjà, accepter l'idée qu'il y a des périurbains avec des fonctionnements différents, avec des mobilisations d'acteurs différentes aussi, c'est important, ça. On a besoin qu'il y ait des acteurs qui se prennent en main parce que le tissu institutionnel est faible. Et ensuite, c'est tout ça dans la pertinence et pas dans les fantasmes d'un périurbain idéal, mais dans une reconnaissance de chaque mode de transport à sa place. Merci beaucoup Jean-Marc Hoffner, et maintenant c'est le mot de la fin. Juste avant de conclure, Jean-Marc Hoffner, je vous propose un petit jeu auquel vont se prêter tous nos invités. Pourriez-vous répondre en un seul mot aux 3 questions suivantes ? Alors, un mot que vous associez au périurbain. Compromis. Une zone périurbaine où vous vous verriez vivre. Lisière. Ça boucle la boucle avec l'extrait d'Olivier Adam qu'on vous a lu. Et pour vous, le périurbain dans 10 ans, c'est vertueux. Eh bien, merci beaucoup Jean-Marc Hoffner d'avoir accepté notre invitation. Merci. Merci à vous. C'est la fin de ce 3e épisode. S'il vous a plu, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux et à en parler autour de vous. Pour le prochain épisode, nous évoquerons la place de la nature et des paysages du périurbain avec la géographe Monique Poulot. À bientôt!